J'ai appris hier. Il faut croire que je retarde. Ou peut-être... N'est-ce qu'un faux bruit? L'un de ces sales ragots, comme ils s'en colportent, entre évier et latrine, à l'heure de la mise au baquet des repas, une fois de plus ingurgité. J'ai appris hier l'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à un enfant qui entre pour la première fois dans une école publique, aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur criminale et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu de son pain afin de l'insérer dans un bocal et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourraient ensuite être tentées. Car, de plus en plus, les Américains trouvent qu'il manque de bras et d'enfants. C'est-à-dire, non pas d'ouvriers, mais de soldats. Et ils veulent à toute force et par tous les moyens de l'activité possible faire et fabriquer des soldats en vue de toutes les guerres planétaires qui pourraient ensuite avoir lieu et qui seraient destinées à démontrer par les vertus écrasantes de la force la surexcellence des produits américains et les fruits de la sueur américaine sur tous les champs de l'activité et du dynamisme possible de la force. Parce qu'il faut produire, il faut, par tous les moyens de l'activité possible, remplacer la nature partout où elle peut être remplacée. Il faut trouver à l'inertie humaine un champ majeur. Il faut que l'ouvrier ait de quoi s'employer. Il faut que des champs d'activité nouvelles soient créés. Et que ce sera le règne, enfin, de tous les faux produits fabriqués, de tous les ignobles ersatz synthétiques où la belle nature vraie n'a que faire et doit céder une fois pour toutes et honteusement la place à tous les triomphaux produits de remplacement ou à terme de toutes les usines de fécondation artificielle aura enfin de quoi s'employer. Plus de fruits, plus d'arbres, plus de légumes, plus de plantes, pharmaceutiques ou non,
et par conséquent, plus d'aliments. Mais des produits de synthèse à satiété. Dans des vapeurs. Dans des humeurs spéciales de la Moselle. Sur des axes particuliers. Des atmosphères tirées de force et par synthèse aux résistances d'une nature qui de la guerre n'a jamais connu que la peur. Et vive la guerre, n'est-ce pas? Puisque ce faisant, la guerre que les Américains ont préparée et qu'ils préparent ainsi pied à pied pour défendre cet usinage insensé contre toutes les concurrences qui ne seraient manquées de toutes parts de s'élever. Il faut des soldats, des armées, des avions, des cuirassés. De là, ceux même auxquels il paraîtrait que les gouvernements de l'Amérique auraient eu le culot de penser. Car nous avons plus d'un ennemi, mon fils. Nous, les capitalistes. Et parmi ces ennemis, la Russie de Staline, qui ne manque pas non plus de bras armés. Tout cela est très bien, mais je ne savais pas, les Américains, un peuple aussi guerrier. Pour se battre, il faut recevoir des coups. Et j'ai vu peut-être beaucoup d'Américains à la guerre. Mais ils avaient toujours devant eux d'incommensurables armées de tanks, d'avions, de cuirassés qui leur servaient de boucliers. J'ai vu beaucoup se battre les Américains et leurs machines. J'ai vu beaucoup se battre des machines. Mais je n'ai vu qu'à l'infini derrière les hommes qui les conduisaient. En face du peuple qui fait manger à ses chevaux, à ses bœufs et à ses ânes les dernières tonnes de morphine vraie qui peuvent encore lui rester pour la remplacer par des ersatz de fumée. J'aime mieux le peuple qui mange à même la terre, le délire d'où il est né. Je parle des Tarahumara, mangeant le péocle à même le sol, pendant qu'il naît, et qui tue le soleil pour installer le royaume de la nuit noire, et qui crève la croix des espaces
afin que les espaces de l'espace ne puissent plus jamais se rencontrer ni se croiser. C'est ainsi que vous allez entendre la danse du Tutugori.
Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la 4e émission Écho dans la nuit. Je suis Benoît Muche, votre hôte jusqu'à 1h du matin. Vous venez d'entendre Mirage du groupe ambiant Trenchant and Eerie, dont je suis membre et dont vous pouvez trouver le lien sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/écho dans la nuit. Donc tout en un mot avec écho au pluriel, facebook.com/écho dans la nuit. L'émission a été ouverte par mon interprétation, sans aucune connotation politique ni religieuse, de la première partie de Pour en finir avec le jugement de Dieu, par Antonin Artaud. Cette interprétation ouvre une série de 5 interprétations de son chef-d'œuvre adapté pour la radio et enregistré en 1947. La semaine prochaine, la seconde partie sera interprétée par une comédienne et écrivain qui s'appelle Anne Versailles et donc qui ouvrira l'émission la semaine prochaine. Je vais à présent vous lire un extrait des Misérables de Victor Hugo. Comme le soleil déclinait au couchant, allongeant sur le sol l'ombre du moindre caillou, Jean Valjean était assis derrière un buisson dans une grande plaine rousse, absolument déserte. Il n'y avait à l'horizon que les Alpes, pas même le clocher d'un village lointain. Jean Valjean pouvait être à 3 lieues de Digne. Un sentier qui coupait la plaine passait à quelques pas du buisson. Au milieu de cette méditation, qui n'eût pas peu contribué à rendre ces haillons effrayants pour quelqu'un qui l'eût rencontré, il entendit un bruit joyeux. Il tourna la tête et vit venir par le sentier un petit Savoyard d'une dizaine d'années qui chantait, sa vielle au flanc et sa boîte à marmotte sur le dos. Un de ces doux et gais enfants qui vont de pays en pays, laissant voir leurs genoux par les trous de leurs pantalons. Tout en chantant, l'enfant interrompait de temps en temps sa marche. Il jouait aux osselets avec quelques pièces de monnaie qu'il avait dans sa main, toute sa fortune probablement. Parmi cette monnaie, il y avait une pièce de 40 sous. L'enfant s'arrêta à côté du buisson, sans voir Jean Valjean, et fit sauter sa poignée de sous que jusque-là il avait reçue avec assez d'adresse tout entière sur le dos de sa main. Cette fois, la pièce de 40 sous lui échappa et vint rouler vers la broussaille jusqu'à Jean Valjean. Jean Valjean posa le pied dessus. Cependant, l'enfant avait suivi sa pièce du regard et l'avait vue. Il ne se donna point et marcha droit à l'homme. C'était un lieu absolument solitaire. Aussi loin que le regard pouvait s'étendre, il n'y avait personne dans la plaine ni dans le sentier. On n'entendait que les petits cris faibles d'une nuée d'oiseaux de passage qui traversaient le ciel à une hauteur immense. L'enfant tournait le dos au soleil, qui lui mettait des fils d'or dans les cheveux et qui empourprait d'une lueur sanglante la face sauvage de Jean Valjean. « Monsieur, dit le petit Savoyard, avec cette confiance de l'enfance qui se compose d'ignorance et d'innocence. Ma pièce. Comment t'appelles-tu ? Dit Jean Valjean. Petit Gervais, monsieur. Va-t'en,
dit Jean Valjean. Monsieur, Reprit l'enfant. rendez-moi ma pièce. Jean Valjean baissa la tête. Il ne répondit pas. L'enfant recommença. Ma pièce, monsieur. L'œil de Jean Valjean resta fixé à terre. Ma pièce, Cria l'enfant. ma pièce blanche, mon argent. Il semblait que Jean Valjean n'entendit point. L'enfant le prit au collet de sa blouse et le secoua. Et en même temps, il faisait effort pour déranger le gros soulier ferré posé sur son trésor. Je veux ma pièce de 40 sous. L'enfant pleurait. La tête de Jean Valjean se releva. Il était toujours assis. Ses yeux étaient troubles. Il considéra l'enfant avec une sorte d'étonnement. Puis il étendit la main vers son bâton et cria d'une voix terrible. « Qui est là ?» Moi, monsieur, répondit l'enfant. petit Gervais, moi. Rendez-moi mes 40 sous, s'il vous plaît. ôtez votre pied, monsieur, s'il vous plaît. Puis, irrité quoique tout petit et devenant presque menaçant. Ah ça, ôterez-vous votre pied? ôtez donc votre pied, voyons. Ah, c'est encore toi, dit Jean Valjean. Et se dressant brusquement tout debout, le pied toujours sur la pièce d'argent, il ajouta. Veux-tu bien te sauver? L'enfant effaré le regarda. Puis commença à trembler, de la tête aux pieds. Et, après quelques secondes de stupeur, se mit à s'enfuir en courant de toutes ses forces, sans oser tourner le cou ni jeter un cri. Cependant, à une certaine distance, l'essoufflement le força de s'arrêter, et Jean Valjean, à travers sa rêverie, l'entendit qui sanglotait. Au bout de quelques instants, l'enfant avait disparu. Le soleil s'était couché. L'ombre se faisait autour de Jean Valjean. Il n'avait pas mangé de la journée. Il était probable qu'il avait la fièvre. Il était resté debout. Il n'avait pas changé d'attitude depuis que l'enfant s'était enfui. Son souffle soulevait sa poitrine à des intervalles longs et inégaux. Son regard, arrêté à 10 ou 12 pas devant lui, semblait étudier avec une attention profonde la forme d'un vieux tesson de faïence bleue tombé dans l'herbe. Tout à coup, il tressaillit. Il venait de sentir le froid du soir. Il raffermit sa casquette sur son front, chercha machinalement à croiser et à boutonner sa blouse, fit un pas et se baissa pour reprendre à terre son bâton. En ce moment, il aperçut la pièce de 40 sous que son pied avait à demi enfoncée dans la terre et qui brillait parmi les cailloux. Ce fut comme une commotion galvanique. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-il entre ses dents. Il recula de 3 pas,
puis s'arrêta, sans pouvoir détacher son regard de ce point que son pied avait foulé l'instant d'auparavant, comme si cette chose qui luisait là, dans l'obscurité, eût été un œil ouvert fixé sur lui. Au bout de quelques minutes, il s'élança convulsivement vers la pièce d'argent, la saisit et, se redressant, se mit à regarder au loin dans la plaine, jetant à la fois ses yeux vers tous les points de l'horizon, et frissonnant comme une bête fauve effarée qui cherchait un asile. Il ne vit rien. La nuit tombait. La plaine était froide et vague. De grandes brumes violentes montaient dans la clarté crépusculaire. Il est minuit 41 sur Radio Campus, j'espère que vous appréciez mon live mix. Écho dans la nuit, jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez participer à l'émission en proposant des textes que je peux préparer pour la semaine prochaine ou en déposant des messages personnels destinés à être lus sur antenne sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/écho dans la nuit, le tout en un mot avec écho au pluriel. Je vais à présent vous lire des légendes ninja. Extrait d'un livre assez ancien intitulé Ninjutsu Ninja, les guerriers de l'ombre, par Robert Habersetzer.
Sandayu Momoshi fut l'un des plus grands chefs ninja d'Iga. Il possédait 3 résidences et 3 familles distinctes. Ces maisons étaient pour celui qu'il voulait y conduire de véritables labyrinthes, avec de nombreuses sorties, connues de lui seul. L'une de ces maisons existe encore, et on peut toujours deviner, partant de là, divers sentiers que Sandayu empruntait pour aller et venir. On dit qu'après la terrible bataille où les ninjas d'Iga furent décimés par Oda Nobunaga en rase campagne, Sandayu Momoshi, qui fut l'un de leurs chefs, fuit dans la province de Kii. Mais, dans les années 60, des experts localisèrent enfin sa tombe. On la trouva près de l'une de ses maisons, au sud d'Iga Ueno. Sandayu était donc revenu chez lui, au moins pour y mourir. Sa vie fut plus passionnante qu'un roman. Il échappa lui-même à de nombreuses tentatives d'assassinat, grâce à sa vigilance et son astuce. Ainsi, il avait toutes les raisons de craindre les foudres de Takeda Shingen, de la province de Kai. La nuit, il ne dormait jamais au même endroit, et toujours que d'un seul œil, bien lui en prit. Un jour, Takeda lui envoya le ninja Ajika no Jubei, qui n'était pas un débutant. Celui-ci réussit à entrer dans la pièce où Sandayu paraissait profondément assoupi, ronflant avec une régularité parfaite, puis en changeant brusquement de rythme, ce qui est la manifestation d'un vrai ronfleur. Mais Jubei ne s'y laissa pas prendre et resta à distance. Il avait un plan qui surprendrait le faux dormeur. Jubei ouvrit un sac et lâcha une dizaine de belettes qu'il avait pris soin d'affamer. Elles filèrent aussitôt vers le dormeur, tandis que Jubei se préparait à frapper de sa sarbacane, lorsque l'autre se débattrait au milieu des petits carnassiers. Rien de tout cela n'arriva, car Sandayu bondit sur ses pieds et lança en direction de Jubei le contenu d'un autre sac, des crottes de rat, qui couvrirent l'intrus. Aussitôt les belettes, sentant l'odeur des rats, s'en retournèrent vers Jubei, qu'elles mordirent sauvagement. Celui-ci mourut d'ailleurs des suites de ces morsures. On trouve dans de nombreuses histoires ninja mention d'animaux, singes, rats, chiens, loups entraînés à l'attaque. Cette technique est connue sous le nom de Ninpo Inubue. Tout malin qu'il fût, Sandayu Momoshi essuya un revers sévère dans sa vie privée. Lorsqu'il eut plus de 60 ans, sa réputation de maître de ninjutsu courait dans toute la province. Il était encore musclé, agile et avait gardé un esprit très vif. Il était l'époux de Oshiki, une ravissante jeune femme à la beauté délicate. Un jour vint Goemon Ishikawa, fils d'un petit samouraï. Rusé, audacieux, volontaire et doué, il ne suivit pas la voie de son père, mais quitta son village pour partir à l'aventure. Il échoua à Iga et se présenta à Sandayu Momoshi pour se parfaire dans l'art du ninjutsu, dont il possédait déjà de sérieux rudiments. Il plut au vieux maître, qui lui enseigna les finesses de son art, dont les 1001 manières de séduire les femmes pour leur soutirer des renseignements. Goemon fut un bon élève, puisqu'il séduisit peu après la ravissante Oshiki, l'épouse du maître, avec laquelle il s'enfuit. On ne sait ce qu'il advint d'Oshiki, mais on retrouve la trace de Goemon un peu plus tard. Il se rendit en effet célèbre dans tout le Japon en réussissant un exploit d'une folle audace. Il réussit à s'introduire dans le château fort d'Osaka, pourtant sévèrement gardé, et à y subtiliser le trésor de Toyotomi Hideyoshi lui-même. Il finit cependant par être arrêté et fut condamné à être ébouillanté, supplice réservé aux voleurs.
Zensaburo Shiota était samouraï de 3e classe. Attaché au service du seigneur Tomonaga, qui tenait le château de Takashima. La nuit était tombée, et il était de garde sous la partie nord du rempart extérieur, juste au-dessus des douves. À quelques mètres, sous les frondaisons des arbres qui s'élevaient sur sa droite, se tenait Konishi Ashiba, un ami de longue date, venu comme lui de la région de Kumamoto, loin dans le sud du pays. Une présence qu'il appréciait à cette heure, sans encore savoir pourquoi. La nuit était encore chaude et la petite brise qui faisait frémir les branches du pin derrière lui et en contrebas, dans la première cour intérieure, lui faisait du bien. L'air lourd l'oppressait un peu. Il se mit à marcher sur le haut du rempart de pierre, dans la direction opposée de celle où Konishi Ashiba avait pris appui sur son long yari, silhouette immobile au bout du chemin de ronde. Zensaburo Shiota essaya de rester naturel, mais il ne put se départir d'une sensation étrange. Qu'avait-il donc ce soir? Était-ce la nouvelle, ramenée par les patrouilles, de l'imminence de la concentration des troupes de Kuroemon, qui ferait sa jonction avec celle du daimyo Takezawa, qui mobilisait lui-même dans l'est? Takashima serait au centre des combats. Bientôt le ciel serait rouge des incendies et le lac de Suwa boirait des flots de sang. Non, ce n'était pas cela, au contraire. La perspective de l'action le rendait agréablement nerveux, et un nouveau frisson courut le long de son échine. Il se savait prêt à défendre son seigneur, car son entraînement dans le métier des armes avait été parfait. Et il avait eu à maintes reprises l'occasion de le prouver. Son katana avait pris plus d'une vie déjà, et son armure portait des traces glorieuses de ses engagements, toutes laissées de face. Prêt à mourir aussi pour son maître, sans hésitation, car la perspective de la mort, à laquelle on l'avait habitué dès son plus jeune âge, était la certitude du vrai samouraï. Depuis longtemps, Zensaburo Shiota n'avait plus peur de rien, et tout ce qui pouvait arriver devait arriver. C'était son karma. Il s'arrêta, écouta mieux le coassement des grenouilles en contrebas. Qu'était-ce donc ce soir? Il lui semblait que son cœur battait plus vite, inexplicablement. Soudain, l'évidence le submergea et il serra en un réflexe la garde de son sabre. C'était l'histoire racontée tout à l'heure par Ushida Kanjuro, avant qu'il ne quitte le poste de garde pour rejoindre le rempart. Il disait possible l'infiltration de ninjas de Kuroemon, car Takashima avait une position stratégique, raison pour laquelle la garde avait été renforcée. Zensaburo n'avait jamais vu de ninja. C'était donc ça. Il se sentait capable d'affronter les meilleurs guerriers en combat ouvert, et il ne demandait que cela. Mais un ninja, ce n'était pas un homme. Zensaburo se sentit ridicule, et il eut envie de rire à haute voix pour rompre le charme. Il n'y arriva pas. On disait que les ninjas étaient des diables, qu'ils passaient n'importe où, surgissaient de directions impossibles, marchaient sur l'eau ou volaient comme des aigles, assassinaient sans bruit en utilisant des armes inconnues. Il eut soudain un peu plus chaud. Cette histoire était stupide. Il n'allait pas s'en laisser compter. Légende, histoire de bonne femme. Le ninja pouvait s'attaquer à Takashima. Il trouverait à qui parler. Cependant, comment était-ce possible? Il sentait son front moite. Mais oui, c'était bien cela. Pour la première fois depuis très très longtemps, il dut s'avouer qu'il avait peur. Il se recroquevilla instinctivement
commença à rebrousser chemin. Ne pas laisser monter en soi la panique. Pourtant, il en était sûr maintenant. Quelque chose autour de lui n'était pas normal. Sûrement ces bruits qui lui parvenaient des douves. Mais non, il n'y avait que les grenouilles. Mais ne s'était-elle pas interrompue un moment ? Il ne savait plus. Son imagination sans doute. Il s'accroupit, s'approcha du bord et jeta un coup d'œil. Rien que la surface glauque de l'eau du fossé en partie recouverte par les nénuphars. Il scrutait attentivement. Rien ne bougeait. Zensaburo Shiota se redressa, vérifia la tache de son épaulière d'armure gauche et fit coulisser un peu la lame de son katana. Il avait indiscutablement peur. Il en était sûr maintenant, la nuit serait très longue. Il ne chercha même plus à libérer son esprit de l'image qui en avait pris possession. Abandonnant toute résistance, il laissa surgir de sa mémoire les histoires et les légendes du monde ninja, qu'il ne retrouvait plus qu'imparfaitement, car il les avait entendues depuis si longtemps. Zensaburo Shiota croyait entendre battre son pouls. Il avait honte de sa peur. Il se félicita d'être seul. Stupide! Personne ne pouvait traverser les douves sans agiter la surface de l'eau et grimper ce mur en gros moellon de 15 mètres de haut. Les cigales maintenant. Il lui semblait qu'elles chantaient moins fort. Il pivota brusquement, comme si on l'avait frappé par derrière, prêt à dégainer, la bouche ouverte pour crier. Mais il n'y avait rien. Pourtant, il avait clairement perçu le saki. Cet instinct de meurtre dirigé contre soi, venu il ne savait d'où. Cela devenait insupportable. S'ils étaient là, qu'ils se montrent. Comment pouvaient-ils être ces diables noirs ? On disait tant de choses sur les ninjas, mais rares étaient ceux qui en avaient aperçu et qui eurent la chance de survivre. Allons, ils étaient bien faits de chair et de sang. Puisqu'ils étaient mortels, lui, Zensaburo Shiota, guerrier intrépide et expérimenté, n'avait rien à craindre. Il faillit reprendre le dessus, vaincre l'émotion qui l'avait envahi. Il suivit le vol saccadé d'une chauve-souris, mais il la perdit aussitôt, car un nuage cachait la lune et il le maudit. C'était trop. La sueur perlait à ses tempes et il n'entendait plus ni grenouille ni cigale. Le silence avait envahi sa tête et il était insoutenable. Il fallait faire quelque chose vite. Ses sens étaient en alerte depuis trop longtemps, et il ne l'avait jamais trahi. Il fallait avertir les autres, chercher des lanternes, et vérifier dans les douves. L'idée de lancer une fausse alerte et de se déshonorer l'effleura encore un instant. C'est ce qui le perdit. Le son léger d'une arme, d'une lame tombant sur la pierre, éclata dans sa tête comme un coup de tonnerre. Il voulut courir vers Konishi Ashiba, mais il ne le vit plus. Un raclement le long des pierres, juste en dessous de lui, et il sut qu'il allait mourir.
La première chaîne s'enroula autour de ses pieds et il vacilla un instant, tentant de retrouver son équilibre. La seconde emprisonna sa nuque au moment où il s'effondrait sur le sol. Il eut un éblouissement et le sang battit follement à ses tempes. Il essaya bien de hurler pour appeler les autres, mais il se sentait déjà avalé par la nuit. Des images défilèrent encore, très vite dans sa tête. Il eut encore le temps de regretter de ne pas avoir pris sa décision plus tôt, de penser à l'homme en noir penché au-dessus de lui, et au seigneur de Takashima, qui perdrait peut-être son château cette nuit, parce que Zensaburo Shiota avait failli. Et il cessa de se débattre, pour se laisser emporter dans la nuit. Cette émission touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à minuit pour un nouvel épisode de Écho dans la nuit. Entre-temps, rendez-vous sur Facebook à facebook.com/écho dans la nuit, écho au pluriel, le tout en un mot. Excellente nuit, excellente semaine et à très bientôt.